Bien, Madame la directrice des Archives nationales, Monsieur le Premier ministre, cher François Fillon, Mesdames et Messieurs, chers amis qui nous faites l'honneur et le plaisir de votre présence ici aujourd'hui. Lorsqu'il y a quelques mois, nous avons évoqué ensemble, Madame la directrice des Archives nationales, ce que pourrait être le programme et le déroulé de cette demi-journée d'études, j'ai proposé d'intervenir à cette occasion pour tenter d'expliquer devant vous pour quelles raisons et par quel lent et sinueux processus, nous, Patrick, Catherine, Pierre, Anne-Laure, ces 4 enfants, qualifiés un peu sèchement pour l'occasion d'ayant droit, en sommes venus à décider de déposer aux Archives nationales les archives privées de notre père, Philippe Séguin. Lorsque, dès les premières heures qui ont suivi sa disparition, le 7 janvier 2010, nous avons été invités à récupérer les effets personnels de notre père, nous eûmes vite fait de mesurer l'ampleur des difficultés qui allaient être les nôtres. Il ne s'agissait pas, comme nous l'imaginions naïvement, de vider quelques tiroirs, mais plutôt de libérer caves, cagibi, armoires, bibliothèques, dispersées à l'Assemblée nationale, à l'Hôtel de la Cé ou encore à la Cour des comptes. Documents divers, agendas, objets improbables, cadeaux officiels, cartes géographiques, tableaux, livres, tapis, fauteuils, sculptures, presse-papier, photos officielles, supports audio, vidéo, cartons plus ou moins éventrés, d'où dépassaient des feuilles, des notes manuscrites, des correspondances, des amoncellements d'objets, d'empreintes, de vestiges non identifiés, à peine identifiables. À quelques exceptions près, des conditions de conservation à faire frémir jusqu'aux moins avertis. Alors, nous garderons certainement en mémoire l'ouverture de la cave numérotée 15 à l'Assemblée nationale. Dossiers, feuilles volantes, cartons, tableaux et cartes avaient été littéralement jetés les uns sur les autres au fil des années pour former un tas de 4 ou 5 mètres de hauteur, instable, humide et croulant. Au total, outre les objets, plus de 5000 livres, lesquels ont été offerts à la ville d'Épinal conformément aux souhaits de notre père. Les objets, meubles et autres étrangetés aux origines et à l'histoire mystérieuse ont été confiés pour inventaire à un commissaire-priseur, ancien ami de mon père, Denis Antoine, aujourd'hui hélas décédé. 2 ans de travail ont été nécessaires pour en réaliser l'inventaire complet. Au milieu de ces objets furent exhumés plus de 100 mètres linéaires de documents d'archives. Les héritiers de parents qui ont eu une importante vie publique sont confrontés, vous l'imaginez, à une longue liste de questions lorsqu'ils se retrouvent en possession de leurs archives. Ces questions sont tant d'ordre pratique que d'ordre éthique. Que faire de ces archives? Que contiennent-elles? Où les entreposer? À qui en confier l'inventaire? Les archives qui n'ont pas déjà été versées aux Archives nationales, conformément à ce qu'exige la loi, relèvent-elles toutes des archives dites privées? Et le fait qu'elles soient privées précisément, ne doit-il pas nous inciter, nous les enfants, à les protéger, voire, dans certains cas, à les détruire? Quelle part de ces archives revient aux descendants? Quelle part appartient à la collectivité et doit lui être restituée? La sphère privée a-t-elle, peut-elle avoir encore sa place lorsqu'on évoque la personnalité publique? Enfin, sommes-nous, nous ces enfants, légitimes pour décider seuls d'ouvrir au public ces archives privées? Si les questions sont venues assez naturellement à nous, les réponses ont quant à elles plus tardé à nous parvenir. Il a fallu enquêter, sonder, faire un peu de benchmarking, j'utilise un mot anglais parce que je sais. J'ai interrogé autour de moi, trouvé la trace et échangé avec l'une des filles de Jean Zay, avec le fils de Pierre Mendès France. J'ai sondé responsables politiques, historiens, archivistes, pour bientôt comprendre qu'il existait 2 écoles de pensée. L'une composée de défenseurs ardents et intraitables de la cause des Archives nationales, institution unique, incontournable.
l'autre plus hétéroclite, suggérant d'un côté la création d'une fondation, de l'autre une structure associative, d'un institut, d'un fonds Philippe Séguin dans une institution de plus petite taille mais de grande renommée. C'est à titre d'illustration dans ce contexte que la Fondation des sciences politiques a constitué un moment une piste sérieuse. Autant de témoignages, de recommandations et de suggestions qui, plutôt que de nous éclairer, ajoutaient chaque jour le trouble à notre réflexion. À titre d'anecdote, dans son livre autobiographique « Itinéraire dans la France d'en haut, d'en bas et d'ailleurs », mon père avait pris soin de nous laisser à chacun une dédicace personnelle et appuyée. Celle qui m'était destinée ne souffrait d'aucune ambiguïté quant à son message. Pour Catherine, était-il écrit, cet itinéraire qui sera son unique héritage. Dans la famille, on se transmet les idées et rien d'autre. Fin de citation. J'ai, à l'occasion de cette longue enquête sur le devenir des archives, pu donner chaque jour un sens plus personnel à cette dédicace. C'est aussi grâce à elle que je me suis sentie tenue à l'obligation de résultats et pas seulement de moyens. De toutes les questions que nous nous sommes posées, celle qui m'a le plus taraudée est sans doute celle-ci. Ce qu'il n'avait pas restitué aux archives nationales, mais qu'il avait néanmoins choisi de conserver, avait-il vocation à être partagé ou conservé à l'abri des regards extérieurs? En bref, qu'aurait-il souhaité? En désespoir de cause, manquant cruellement d'inspiration, je me souviens avoir rageusement recherché sur, je l'avoue, Google. La réponse à cette question impossible à partir de mots-clés peu élaborés. Archives privées, personnalités publiques, hommes politiques. Et en 2 clics de souris, j'apprenais qu'un colloque, qui a été cité par Madame Chave, les archives des hommes politiques contemporains avaient été organisées au Sénat par l'Association des archivistes français en octobre 2006. Quelques clics supplémentaires, je faisais l'acquisition des actes du colloque. Enfin, une semaine plus tard, j'abordais avec enthousiasme la lecture du 3e chapitre intitulé « De la cave au centre d'archives, où sont les archives des hommes politiques ?» Pour apprendre, stupéfaite, que la présentation de la séance avait été confiée à Philippe Séguin. C'est à partir de ces écrits, de cette intervention que je crois avoir lue 20 fois déjà, que les choix ont commencé à se dessiner plus nettement. D'abord grâce à la définition que mon père a donnée lui-même des archives des hommes politiques. Je cite, « C'est tout ce qui est détachable de l'exercice par l'homme public de fonctions publiques officielles. Il faut distinguer par exemple pour un ministre ce qui se rattache à ses fonctions et ce qui relève du quotidien incontournable de tout homme ou toute femme engagé dans l'action publique. Cela dit, et Madame Chave l'a cité avant moi, et il fit bien de le préciser, la ligne de partage, écrivait-il, déclara-t-il, n'est pas si simple, citant pour exemple le dilemme auquel il s'était trouvé confronté le jour de son départ du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi. Que devais-je laisser de ma production écrite? Que devais-je emporter? Une note d'un directeur d'administration centrale doit rester, mais une note forcément plus politique et personnalisée d'un membre de mon cabinet, que dois-je en faire? Ces productions sont-elles le fait du ministre ou de l'homme politique? L'alternative naît, pour les archives des hommes politiques, pas seulement entre la cave et les centres d'archives, elle est aussi entre la perte et rien du tout. Évoquant par exemple son désarroi, lorsqu'au moment d'écrire ses mémoires, mon père fit le terrible constat que du plus du millier de discours qu'il avait prononcés en 14 ans de mandat de maire de la ville d'Épinal, il ne restait aucune trace. Finalement, cette découverte inespérée de l'existence de ces actes, de ce colloque, ne nous a pas donné les réponses attendues. Elle a même ajouté à la liste de nos propres interrogations. Mais elle nous a confortés, et d'une certaine façon réconfortés aussi quant au fait que lui-même regardait avec intérêt, mais aussi avec beaucoup d'humilité, cette matière complexe. Homme politique, certes, il était aussi historien et sensible, très sensible même à la question et au devoir de mémoire. Les archives ne constituent pas seulement le premier matériau de la reconstruction de notre histoire, ce sont également des éléments fondamentaux de l'état de droit. Vous l'avez compris,
C'est au terme d'un long processus de réflexion et d'interrogation que nous avons fait le choix de donner vie à ces archives, de les inventorier et de permettre leur accès aux chercheurs, aux historiens, au public. Pierre Thorez, fils de Maurice Thorez et de Jeannette Thorez-Vermersch, avait dit un jour n'avoir jamais eu la sensation d'être propriétaire du fonds laissé par ses illustres parents. Je le cite, « Les archives englobent tant de personnes qu'à nos yeux elles-mêmes ou leurs descendants en sont aussi dépositaires, concluant par le fait que ce fonds devait donc être restitué au patrimoine commun. » C'est la décision que nous avons prise également. Le choix des archives nationales nous a paru alors assez évident. Pour des raisons d'ordre général d'abord, la réputation de compétence des archivistes français n'étant plus à faire. Le travail d'inventaire, remarquable, d'une grande précision qui vient d'être réalisé et qui vient de nous être en partie évidemment présenté en 18 mois seulement par 14 agents de 3 services des archives nationales, en est la plus éclatante démonstration. Ce choix des archives nationales était d'autant plus évident que l'ensemble de nos objectifs trouvaient à être réalisés dans ce cadre. Et là, je retrouve aussi ces objectifs qui ont été cités tout à l'heure par Madame Chave et qui avaient été cités en 2006 par Pierre Thorez. L'unité du fonds, le fonds donc serait préservé dans son unité, entreposé dans un environnement sûr et dans des conditions de conservation optimales, ferait l'objet d'un inventaire précis et de grande qualité, et enfin pourrait être ouvert au public selon des modalités entendues et contractualisées entre les parties. La nature du contrat de dépôt d'archives privées est un élément important sur lequel je souhaiterais insister. Le contrat proposé est formulé en termes simples et répond à l'essentiel de ce qu'on peut attendre d'un service public. Des responsabilités clairement établies, des conditions de communication précises et le respect d'une éthique à laquelle nous, ayant droit, ne pouvons qu'être particulièrement attachés. Alors je souhaiterais, au nom de mes frères et sœurs, vous remercier pour le très bon accueil qui nous a été réservé dès nos premiers échanges par vous, Madame Bannat-Berger, mais également par votre prédécesseur, Madame Agnès Magnin, Madame Isabelle Aristide, Madame Zénaïde Romanex, que je remercie chaleureusement aussi pour leur aide et leurs conseils tout au long de ce processus et de ces démarches. Nous continuerons certainement longtemps de nous interroger sur ce dilemme de l'homme public et de ses descendants, partagé entre le désir de laisser une empreinte et celui de préserver ce qu'il estime relever de sa vie à lui, ce qu'il ne veut pas donner à l'espace public. Mais une chose est pour nous avérée et nous conforte dans notre choix. Cela a été dit, les archives nationales rassemblent le patrimoine national. Nous pensons que notre Père y trouvera sa place.